Ce podcast est animé par Jean Aubry, Senior Business Manager spécialisé dans la fonction achat. Bonne écoute. Bonjour Laurent, merci d'être parmi nous. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci Jean, merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoutez, avec plaisir. Alors, précision utile et importante, Laurent. Vous parlez en votre nom et pas en celui de vos anciens employeurs. Tout à fait. Pour commencer, j'aimerais qu'on vous découvre autrement que via votre CV. Laurent Chevalier, qui êtes-vous? Donc Laurent Chevalier, je suis un acheteur professionnel. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la fonction achat. J'ai fait différentes entreprises, des entreprises dans la chimie fine, dans les bateaux de construction et l'industrie pharmaceutique. Ma formation initiale, c'est ingénieur chimiste. Mhm. Et dans la fonction achat, j'ai eu la chance de faire à la fois des rôles de catégorie management, dans différentes catégories, la R&D, et le manufacturing, des investissements et des achats directs. J'ai également eu la chance de gérer des équipes achats sur les sites et avec différents niveaux de seniorité, que ce soit acheteur, senior manager, directeur ou senior directeur. Super. Mes passe-temps, j'aime bien cuisiner, j'aime bien voyager et puis le dimanche matin, j'aime bien faire une séance de CrossFit. Ah, chouette, ok. Un sportif. Parfait. Sportif peut-être pas, mais j'essaye de rester tonique. Il faut. Laurent, si vos amis et vos collègues devaient vous décrire en une phrase, qu'est-ce qu'ils diraient? Quelqu'un de facile à vivre et de curieux. D'accord, facile à lire. Comment est-ce que votre curiosité alors s'exprime, dans votre quotidien et au travail? J'aime pas la routine, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, j'aime bien tester de nouvelles choses. C'est ce qui m'a permis toujours d'évoluer à la fois dans ma vie et puis dans ma vie professionnelle, découvrir de nouvelles choses, ouais. D'accord. Hem, Qu'est-ce qui vous a amené en Belgique? Mais en fait, c'est le travail, c'est, mon ancien employeur qui mettait en place son équipe achat Oui. et à cette époque-là, il y a 17 ans, ils avaient besoin de recruter des gens et on est toute une petite bande de Français à avoir, rejoint, à cette époque-là l'entreprise D'accord. et c'était un chouette moment parce qu'on crée la fonction achat Oui. et on a vraiment participé à construire cette équipe et à la voir grandir et puis à développer aussi des liens personnels avec l'équipe. D'accord. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser la structure du coup, lequel nom il s'agit? Donc c'était GSK et à l'époque, c'était la division vaccin, GSK Vaccin. D'accord, merci. Comment est-ce que vous êtes au bureau et comment est-ce que vous êtes à la maison, Laurent? Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, en fait. Je pense que dans les 2 cas, je suis exigeant. Donc au bureau, ça peut être vu comme quelque chose de positif, performance. À la maison, parfois, ça peut être vu comme quelque chose de pénible. Mais donc quelqu'un qui est assez exigeant, quelqu'un que je pense qui est, comme je l'ai dit avant, pas difficile à vivre, Mmh. facile, approchable et puis, également qui aime bien que les choses bougent et que les choses, avancent. D'accord, d'accord. Hem, Pourquoi et comment vous êtes-vous retrouvé dans les achats? Alors ça, c'est vraiment un heureux hasard parce que ma formation, donc, c'est ingénieur chimiste, comme je l'ai dit, Mmh. avant. J'ai cherché du travail, quand j'étais, plus jeune et j'avais postulé à un job, R&D dans une PME familiale dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur Mmh. et en fait, ils m'ont rappelé en me disant: «Ben, le profil, pour la R&D, est déjà pourvu. Par contre, on pense que vous avez un parcours intéressant pour, nous aider sur la fonction achat». Pourquoi? Parce que j'avais également fait pendant mes études une année Erasmus, donc ils trouvaient que j'avais un profil, international et ils m'ont proposé de m'occuper des achats de matières premières synthétiques pour la parfumerie et la chimie fine et ça a été une chouette aventure parce que j'ai pris goût, au métier, à la négociation, aux appels d'offres, à la gestion des fournisseurs. D'accord, OK et chouette, vous vous êtes dit, «Justement, ça sort de ma routine, ça sort peut-être du cadre de ce que Ouais, ça sert de je fais». routine et c'est un bel exemple de peut-être de mon esprit, can do, OK. comme on dit en anglais, de tester les choses et de pas avoir peur d'ouvrir les portes Oui. et puis de tester, ouais et serait prêt à refaire, je le referais, volontiers. Ah, parfait. Hem, Notre précédent interlocuteur Didier de Keyser nous a expliqué qu'on devait parfois faire des sacrifices personnels pour arriver au niveau C-level que vous avez atteint. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis
Pas tout à fait sûr. Je pense que les sacrifices personnels, c'est peut-être avoir une certaine discipline, Oui, à la fois dans le travail et dans la vie, personnelle. oui, Moi, j'ai la chance qu'à la maison d'avoir toujours été bien supporté. À un moment, j'ai beaucoup voyagé, donc ça, c'est également des choses, qu'on a su aménager et je pense quelque part, c'est peut-être difficile à la fin de se dire qu'on a fait des sacrifices, pour pas avoir de notion de regret. d'accord. Donc moi, j'ai pas le sentiment d'avoir fait sacrifice. Au contraire, j'ai le sentiment de m'être épanoui, d'avoir grandi et puis, surtout, je crois avoir eu la chance de faire certaines choses. OK. C'est beau et rare puisque je pense, alors moi c'est mon opinion, hein, mais justement pour arriver parfois à un certain niveau, j'imagine des journées vraiment à rallonge, des sacrifices, des voyages. Je prends l'exemple, d'enfants en bas âge, heu et j'essaye de me limiter, moi et d'avoir des journées alors, assez courtes mais intenses pour, être là dans des moments qui sont importants pour moi, notamment, le coucher, lire l'histoire ou, donner à manger tout simplement et je vois, et j'entends parfois en effet dans des niveaux, dans des sphères qui sont importantes, bah, on part à 6:30, 7:00 et puis on revient à 19-20 heures quoi. Et si vous avez eu cette chance-là, génial, justement, ouais. Je crois que ce qui est important et c'est d'être toujours être clair par rapport à ses priorités Mmh. et de ne pas transiger par rapport à ses valeurs personnelles. Ouais, Donc ça, c'est quelque bonne chose chose. qui est important. Si je devais rebondir justement sur vos valeurs personnelles alors, qu'est-ce que ça serait? Moi, je Parce crois que que c'est c'est, la transparence, l'intégrité et puis je pense c'est d'être également, fiable avec ses amis, avec les gens avec qui on travaille. d'accord. Je vais retenir transparence, intégrité et fiabilité. D'accord. Bloc 1. L'ADN professionnel de Laurent Chevalier. Pour bien comprendre vos réponses à venir, on commence par situer votre parcours. Est-ce que vous avez eu un mentor ou une rencontre particulière qui a marqué votre parcours? J'ai eu plusieurs personnes en fait qui ont donné des impulsions différentes dans ma façon d'approcher la fonction achat. Quand j'ai travaillé chez Saint-Gobain, à cette époque-là, mon patron venait de la fonction, commerciale et c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à négocier et je me souviens très bien, c'était quelqu'un qui était très fort pour avoir des négociations qui étaient, difficiles avec les fournisseurs, mais qui était très respectueux des gens et en fait, il me disait: «Quand tu rentres dans la salle, tu dois mettre ton costume de négociation et quand tu sors, tu l'ôtes». Et en fait, ce qu'il voulait dire là, c'est que la personne qui négocie doit faire la différence entre le professionnel et peut-être la personne, Le personnel? plus personnelle, plus privée. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, je me souviens également d'un autre leader qui m'a toujours encouragé également à dire: «Essaye de faire le maximum pour faire grandir la fonction achat au sein de l'entreprise». D'accord. Et ça également, je pense d'un point de vue développement, c'est se dire, tu peux être catégorie manager, tu peux faire du management, d'un site, mais si tu as l'opportunité de faire autre chose, fais-le. Donc par exemple, c'était de prendre en charge le programme qu'on appelait Graduate. Oui. C'est quelque chose que j'ai fait qui m'a permis de me connecter au sein de l'entreprise différemment, de me connecter avec mes collègues différemment. Et après là, je pense que la troisième étape d'un point de vue leader, c'est de se dire: «Ne viens pas avec des problématiques purement procurement, Mmh. viens avec des problématiques d'entreprise». Donc comment est-ce que tu peux aider l'entreprise Mmh. à mieux faire, à construire des business cases pour améliorer, la qualité, réduire les inventaires, des choses comme ça. Et ça, je pense que dans un parcours, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé à grandir et avoir une vision beaucoup plus holistique. Plus large, ouais. Intéressant. Est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes le mentor de quelqu'un? Je pense que c'est toujours enfin, pour moi, c'est difficile de répondre à la question, c'est peut-être un peu, prétentieux. Je pense que j'ai peut-être aidé des gens à réfléchir différemment à leur carrière. En graduate, j'entends, hein, que ce soit en graduate ou des peers, Oui, du alors en graduate, j'ai été, des mentors de graduate et c'est quelque chose que j'ai, pris souvent du plaisir à faire. Et souvent, l'un de mes conseils à des graduates, c'était de se dire des gens avaient parfois peur de me dire: «Tiens, je veux discuter à quelqu'un qui est, 2-3 niveaux au-dessus de moi» et mon conseil, c'est de se dire: «Mais essaye. Ce que tu risques, c'est qu'on te dise non mmh et ça ne sera pas la fin du monde pour n'hésite pas à ouvrir une porte, n'hésite pas à poser des questions». Ça, c'est toujours quelque chose que Il y j'ai a un il préconisé. y a un côté sales là-dedans, où effectivement, mieux vaut demander et avoir un refus et essuyer un refus plutôt que de ne pas demander et regretter. Ouais, tout à fait. Enfin, on me l'a beaucoup enseigné et j'aime bien aussi, en faire le rappel de manière assez régulière.
Quels sont les principes que vous appliquez dans tous vos projets achats? Je crois que l'un des principes clés que j'ai toujours, c'est, d'être ambitieux. Donc certains vont dire avoir la blue sky vision, mais c'est toujours de venir avec des choses qui peuvent être parfois disruptives Mmh. pour certaines d'autres personnes. Et c'est vraiment d'arriver à se dire: «Mais si on partait d'une page blanche, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait différemment?» Mmh. Donc parfois certaines personnes disent que réinventer le monde et c'est avoir cette philosophie d'aller au-delà. Et après forcément dans la réalité, on va faire quelque chose de peut-être un peu plus modeste, Oui, mais on a vraiment pu, regarder toutes les options. d'accord. Ça, je l'ai entendu justement parce que j'ai fait mon petit travail. Alors, Et alors justement, j'ai entendu, on m'a dit que vous étiez, ambitieux, exigeant. Comment est-ce qu'on s'adapte quand on a des interlocuteurs qui sont moins exigeants, qui sont moins ambitieux et qu'on doit quand même les onboarder? ça c'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile parce que, il faut entre guillemets, «il faut permettre à chacun de grandir». Donc c'est quelque chose que j'ai appris aussi d'un point de vue, leadership. C'est selon la maturité des gens, selon leur expérience, Mmh. c'est d'arriver à calibrer le niveau, d'exigence. Après, je pense que ce qui est important, c'est de le faire de façon, respectueuse et de ne pas le faire de façon, On n'impose pas. on impose. Oui, c'est ça. Et une fois que les gens vous connaissent, ils savent à un moment se dire: «Voilà, on va s'adapter et on va petit à petit augmenter la barre». Je pense que la meilleure image, je pense que c'est, les gens qui font du saut en hauteur. Ils vont pas commencer à sauter, 90 centimètres ou 1,20 m tout de suite. Petit à petit, on augmente la barre. De temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas, c'est Mmh. pas dramatique. Il y a toujours un matelas pour, recevoir le sauteur ou la sauteuse. D'accord, voilà, c'est ça. Faut savoir où mettre le curseur, je pense, pour pas ouais, très, très bien. Bloc 2. Les achats d'aujourd'hui entre défis et opportunités. Ce que vous pensez vraiment des achats aujourd'hui. Ça, c'est le cœur du podcast, votre vision personnelle du métier. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien et qu'est-ce que vous aimez, dans votre fonction en tant qu'acheteur? Je crois que c'est une fonction qui est passionnante parce que tous les jours, il y a un sujet, différent qui arrive sur la table. Donc ça peut être une question stratégique, ça peut être un problème à résoudre avec un fournisseur. Donc c'est vraiment, je pense, un métier où, on ne s'ennuie jamais. Donc il y a toujours, une grande diversité des sujets. Moi, ce que j'ai toujours bien aimé dans la fonction, c'est, de découvrir des nouvelles choses à l'extérieur. Donc quels sont les fournisseurs Mmh. qui vont nous apporter des nouvelles technologies, des nouveaux services, des nouvelles façons de travailler. Je pense que cette diversité à l'extérieur est intéressante. Diversité également des personnes. C'est quelque chose qui m'a rapidement étonné dans la fonction achat. C'est chaque culture d'entreprise est différente et Mmh. parfois on sait à peu près, selon la façon dont les gens, se comportent, de quel type d'entreprise ils viennent. Donc c'est quelque chose qui est passionnant. Est-ce que vous avez un exemple, concret à me donner par rapport à ça, à nous donner pour les auditeurs? Alors oui, alors c'est quelque chose que je vais revenir à ma première expérience professionnelle quand je travaillais dans la chimie fine et la parfumerie. On travaillait avec des majors qui étaient, par exemple, il y en a une qui était suisse Oui, et une autre qui était anglo-saxonne. oui. Et l'approche des gens était complètement différente. L'une était très, très feutrée, très, très ronde, très, peut-être un peu sophistiquée dans certains sens. Là où l'autre était beaucoup plus directe, Mmh. beaucoup plus, straight to the point comme on dit en anglais. UK, je suppose, pour Voilà. le direct? D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a étonné et aujourd'hui, c'est encore quelque chose que je vois dans différents types de cultures. Par contre, aujourd'hui, ce qui est aussi très inspirant, je vois certaines sociétés changer, leur culture sous l'impulsion de leurs leaders. Et il y a des cultures, par exemple, il y a des entreprises qui étaient très, peut-être un peu rigides, un petit peu et sous l'impulsion de leurs leaders, qui sont devenus plus flexibles aussi d'un point de vue commercial. Et ça, je pense que c'est quelque chose que chacun doit avoir en tête parce qu'on peut tous, influencer la culture de l'entreprise Mmh. et à la fin, c'est quelque chose qui se perçoit et à l'intérieur et à l'extérieur. Comment est-ce qu'en tant que leader comme vous, justement, on influence de manière directe ou indirecte sur la culture d'une entreprise? Je pense que d'abord, c'est d'être très clair par rapport à ses propres valeurs et de toujours agir par rapport à ses propres valeurs et forcément, ces valeurs, dans une certaine mesure, doivent être alignées avec la culture de l'entreprise et je pense qu'on influence
quand on est face à une difficulté. Si quand on est face à une difficulté, on se dit: «Tiens, les valeurs de l'entreprise m'aident à résoudre le problème», c'est parfait. Mmh. Si au contraire, parfois on dit: «Tiens, il y a un décalage», peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire évoluer certaines choses, certaines valeurs pour pouvoir être plus confortable la fois d'après. Je crois que c'est vraiment ce travail de réflexion en permanence qu'il faut avoir par rapport à ces valeurs. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace ou qui vous inquiète dans l'évolution récente de la fonction, d'acheteur? Je dirais pas quelque chose qui m'agace ou qui m'inquiète. Hem, je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'agace, c'est quand j'entends des gens qui disent que la fonction achat n'est pas suffisamment reconnue. OK. Je pense que chacun dans une entreprise peut dire que sa fonction n'est pas suffisamment reconnue. Donc ça, c'est quelque chose qui, du moment qu'on est capable de démontrer son impact, du moment qu'on est capable de démontrer sa valeur ajoutée, la fonction est reconnue. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que qu'on peut gommer. Où je suis curieux, c'est pas d'inquiétude, où je suis curieux, c'est de voir comment est-ce que la fonction achat va intégrer les nouvelles technologies. Tout ce qui est, artificial intelligence, Mmh. comment est-ce qu'on va l'intégrer pour continuer d'évoluer, pour continuer de pouvoir également, contribuer, à l'agenda de l'entreprise. Donc je suis vraiment convaincu que la façon dont on travaille avec les autres fonctions va évoluer. Mmh. Quand j'ai commencé, enfin, rapidement après, c'était le début de ce qu'on appelait les e-auctions. Qu'est-ce que c'est ça alors? Donc une e-auction, vous, au lieu d'envoyer un fichier Excel à un fournisseur, vous demandiez à votre fournisseur de se connecter à un site internet D'accord. et de faire des remises de prix. Alors après, il y avait des Donc il y a types un de... portail, une sorte de SAP, quelque chose comme ça devait être l'ancêtre? C'était l'ancêtre, oui, Mmh. c'est presque le monde des dinosaures. Mais donc, il y avait, quelque part, ils devaient, sous un certain laps de temps, baisser leur prix, faire de D'accord. nouvelles offres. Mais c'était quelque chose qui était purement pour la fonction achat. Aujourd'hui, ces nouveaux outils vont couvrir la fonction achat, la partie légale, la partie finance. Mmh. Donc là, je pense que d'un point de vue, leadership, c'est pas simplement raisonner sur le propre de la fonction achat, mais c'est se dire comment est-ce qu'on interagit avec les autres pour simplifier les choses, pour être plus efficient, pour être plus simple dans nos façons de travailler. D'accord. En tant que Français, depuis 17 ans, 18 ans en Belgique, C'est ça. quel serait le constat que vous feriez sur le niveau de maturité des achats en Belgique? J'entends souvent et justement, «Ah oui, je suis pas content de ma fonction parce que, le département achat sert uniquement à passer des PO», voilà. Ou, «On est mis, en bout de course et donc notre valeur ajoutée est limitée. Donc je suis pas content», justement et on en revient justement à ce que vous disiez un petit peu plus tôt. Hem, c'est quoi votre constat alors? Mmh. Je pense pas que ce soit une question de nationalité, c'est plutôt une question, je pense, de maturité d'entreprise. Ouais, Et je pense qu'effectivement, dans certaines entreprises, la fonction achat est encore vue comme très transactionnelle. ouais, c'est ça, en Heu, P2B classique, moi, dans mes dernières expériences, j'ai, plutôt vu quelque chose qui était beaucoup plus mature, oui. où la fonction achat était plutôt centrée sur développer des catégories, les implémenter, gérer les fournisseurs, faire du stakeholder management en interne. Et après, le P2P était plutôt géré par la finance, le placement des PO plutôt géré par la logistique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sain, parce que ça permet vraiment à la fonction achat de prendre une position différente, avoir un level hauteur et de ne pas être toujours être en train de devoir gérer des problèmes, très Oui. tactiques ou opérationnels. D'accord. Alors ici, c'est vrai qu'on a l'exemple de GSK. Je pense que GSK vous a appelé il y a 17 ans, parce que, vous aviez déjà une première expérience en tant qu'acheteur. On a quand même des difficultés ici sur le marché en Belgique à former des achats parce qu'il y a pas d'école. Hem et de facto, je pense que, forcément le niveau de maturité, est plus bas. Voilà, c'est ce que nous on ressent et moi je reste quand même convaincu dans le fait que s'il y a autant de Français, qui sont arrivés, c'est ça, une 10 dernières années, c'est quand même qu'il y a un manque et qu'on cherche justement à level up, à muscler, les achats et à les faire monter, à prendre une place prépondérante et apporter de la valeur. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Dans une certaine mesure, oui. Par contre, je pense que peut-être pour rassurer, nos amis belges qui vont écouter ce podcast, je pense qu'en Belgique, il y a une très forte culture de la négociation et du compromis. Et faire des achats sans avoir cette culture-là, c'est pas possible. Mmh. Donc, je crois que c'est peut-être presque, certains, leaders belges de se dire: «Mais comment est-ce qu'on peut, influencer, certaines personnes qui aimeraient, être acheteurs pour
continuer de développer ça comme une force et pouvoir construire la capacité. Moi, c'est quelque chose qui m'a surprise quand je suis arrivé en Belgique en tant que Français. Je m'attendais à avoir des choses beaucoup plus top-down, beaucoup plus OK. tranchées. Mmh. Et on m'a rapidement appris en me disant: «Non, il faut avoir un peu de zone grise, il faut, avoir ce sens de compromis, il faut avoir ce sens de négociation pour que chacun puisse respirer». Et ça, d'un point de vue maturité achat, c'est quelque chose qui est essentiel. Mmh. Mmh. Côté top-down, c'est très français. Pour avoir travaillé pas mal dans les structures françaises, ça descend. Ça part rarement du bas pour arriver vers le haut, très bien. Bloc 3, conviction versus réalité du terrain. Vos convictions et la réalité du terrain. Parfois, on a des convictions fortes et la réalité ou l'organisation vient les bousculer. Comment faire, Laurent, pour construire une organisation achat robuste? Alors, il y a différents aspects. Je pense que le premier, c'est, déjà d'avoir une opération, une structure achat qui soit claire sur certains fondamentaux. Par exemple, comment est-ce qu'on veut gérer les catégories? Comment est-ce qu'on veut gérer, le spend de fournisseurs? Comment est-ce qu'on veut gérer, les fournisseurs? Après, c'est également avoir une organisation achat qui soit alignée avec l'organisation des clients internes. Sinon ça sera, difficile. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la fonction achat, parfois, peut être un cran en avance par rapport à d'autres organisations. C'est quelque chose que j'ai vécu où la fonction achat, sous l'impulsion de certains leaders, était rapidement centralisée ou globalisée, Mmh. là où les autres fonctions étaient peut-être moins globalisées ou centralisées. Et donc parfois, dans les modes de fonctionnement, Un ça décalage. crée ça crée des décalages ou des interactions. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et après, je pense que pour avoir des choses qui soient robustes, il faut avoir des process et des systèmes qui soient également bien alignés avec, le reste de l'organisation. Donc c'est ce dont on parlait un petit peu avant avec P2P, avec la finance. Donc il faut avoir ce travail d'alignement avec les autres fonctions et après surtout, il faut avoir des gens qui sont engagés. Il faut avoir des bons talents. Donc il faut continuer de développer les gens, de les investir, faire en sorte qu'ils prennent plaisir à travailler avec, dans la fonction et également avoir des clients internes qui prennent plaisir à travailler avec vous. Mmh. Ouais, tout à fait. Que tout ce petit monde s'articule et que ça avance dans le même sens. Très bien. Y a-t-il une transformation que vous avez essayé de porter et qui n'a pas pris? Oui, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, j'étais responsable pour monter une petite équipe, en Pologne qui devait avoir un rôle, transversal Mmh. et donc en fait, ça n'a pas pris parce que j'ai recruté des gens sans avoir clairement défini avant quel serait le périmètre de D'accord. l'équipe. Quel serait le périmètre? Quels seraient, les rôles et responsabilités de chacun? Et en ayant fait ça, j'ai mis en place une équipe avec des gens à qui on demandait de faire des choses, mais il y avait toujours un flou avec le reste de l'organisation OK. qui challengeait la finalité de cette équipe, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils interagissaient. Et à la fin, ça n'a pas forcément été le meilleur succès de ma carrière. Mmh. Et donc, ce que j'ai appris là, c'est vraiment important dès qu'on veut monter une nouvelle structure, c'est vraiment prendre le temps de se dire c'est quoi le périmètre, qu'est-ce qu'on veut faire, pour quel type de profil dont on a Mmh. besoin, comment est-ce que cette équipe-là va interagir avec les autres équipes. Oui, Et à partir de là, on peut recruter des gens, on aura les bons profils, d'accord. et puis surtout, le reste de l'organisation sera supportif. Ouais. Et ne pas, sinon, on est toujours en train de devoir se justifier. Mais ça, c'est pas justement le CPO ou le CEO qui va vous dire: «Non, non, Laurent, là, j'ai besoin d'une équipe en Pologne». C'est pas un échelon au-dessus où on va vous donner la mission, les objectifs et à vous de chercher les moyens pour réussir? Non, je pense que d'un point de vue leadership, et c'est une bonne réflexion. Après, je pense que chacun peut être un entrepreneur Oui. au sein de l'entreprise. Et chacun peut se dire effectivement, moi je pense qu'on peut faire ça et quand on a l'opportunité de le faire. Mmh mh. Et ça, c'est aussi quelque chose où j'ai eu cette chance-là et où c'est une chance que j'ai prise tout au long de ma carrière. C'est aussi de temps en temps de pouvoir pousser mes propres idées et de se dire: «Tiens, je pense qu'on peut faire ça» et de le faire. D'accord. Et là, en l'occurrence, alors, vous êtes rendu compte après combien de temps que la mayonnaise ne prenait pas? Ouais, ça a C'est du été 3 mois, du 6 mois ou c'est à l'échelle, alors c'est à l'échelle de 2 ans. OK, C'est à l'é quand même, c'est OK. à l'échelle de 2 ans, oui, parce que pendant plusieurs années, je me suis efforcé, j'ai dépensé Vous avez beaucoup dit: d'énergie. «Ça fonctionne».
Ouais, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne et à la fin, ça n'a pas fonctionné, comme je voulais. OK. Ouais, mais je vois cette problématique-là où, il y a peut-être parfois une notion d'aveuglement. On est persuadé, on a donné beaucoup d'énergie, on n'a pas envie de se dire: «Non, bah, ça y est, je fais table rase, j'arrête tout», mais ouais, surtout quand c'est un projet qui est personnel avec une notion d'entrepreneuriat, où vous avez la confiance de la direction, vous avez mis beaucoup de temps. Ouais, ça doit pas être, facile. Ouais. Est-ce qu'il y a une négociation, qui vous a rendu particulièrement fier? Ça, je pense que par regard, pour tous nos fournisseurs, je dirais que toutes les négociations m'ont rendu fier. Alors une sur des gros montants, high stakes comme on dit, ou un gros challenge ou, Je pense que la négociation, je pense où j'ai appris des choses. C'est une négociation qu'on a faite avec l'équipe il y a 1 an, où c'est une négociation qui était difficile parce que on devait travailler avec un fournisseur qui était un nouveau fournisseur pour l'industrie, pharmaceutique, mmh qui venait avec une nouvelle technologie, qui venait d'une industrie qui était différente et pour ces raisons-là, en fait, il y avait beaucoup de risques qu'on risquait d'apporter au niveau de l'entreprise d'accord. et donc là, au niveau du management, on nous a demandé vraiment de sécuriser au maximum le contrat, soit d'un point de vue légal, financier, supply chain, qualité, tout en développant un partenariat avec ce fournisseur-là. Donc en permanence, il a fallu à la fois rassurer, l'interne et continuer d'engager le fournisseur qui à tout moment, en fait, pouvait, quitter la table de négociation. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait, pour construire des relations personnelles, Mmh travailler en confiance, construire la confiance, faire en sorte qu'à la fin, chacun dise: «Je comprends les contraintes de l'autre et je vais essayer de t'aider pour pouvoir les diminuer ou les ôter». Comment est-ce que justement on peut construire cette relation de confiance quand derrière vous avez des sujets, des problématiques industrielles où, il faut sans doute délivrer rapidement? Quels sont les éléments que vous allez utiliser ou les ficelles sur lesquelles vous allez tirer pour, rapidement justement, gagner la confiance de ce fournisseur et l'embarquer et l'onboarder? Je pense que rapidement, il faut savoir créer une relation personnelle avec le fournisseur et être capable de prendre le téléphone et de se dire, «Je dois t'expliquer le contexte, je dois expliquer où est-ce qu'on en est, c'est quoi Mmh les processus de décision». Je pense qu'en fait, il faut passer du temps peut-être pour expliquer, pourquoi est-ce que certaines choses peuvent bloquer, pourquoi est-ce que certains points sont importants, mh. démystifier tout ça et toujours quelque part faire confiance à l'autre en se disant: «Il est aussi intelligent que moi, il peut comprendre». Et ça, je pense que c'est, de placer l'autre au même niveau, j'ai envie de dire, de compréhension industrielle Oui. et se dire: c'est un industriel, je suis un industriel, donc on va comprendre ce dont on parle». Et puis également, je pense que c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table pour se dire: «Là, ça avance, donc c'est bien. Là, ça n'avance pas. On a différentes options. Qu'est-ce que vous en pensez?» Mmh. Donc une façon de faire ça, c'est, d'impliquer le senior management. Oui. Pour également se dire: «On travaille dans ces directions-là, est-ce que c'est la bonne direction?» Et là, dans le cas présent, on nous a dit: «C'est la bonne direction, mais il faut peut-être, travailler à d'autres options pour, pas se retrouver dans les ennuis». Sécuriser Et donc, je pense que et c'est dans ce travail de négociation, c'est du stakeholder management en interne et en externe. j'entends aussi une communication claire, transparente. C'est en accord avec les valeurs que vous m'avez citées, voilà. On a certains acheteurs qui volontairement vont faire de la rétention d'informations pour garder ça sur un certain levier et pousser ensuite sur les fournisseurs pour obtenir des gains, quels qu'ils soient. Là, on est, moins là-dedans. Oui et non. Quand je dis transparent, je pense que c'est toujours important c'est la transparence par rapport aux enjeux, D'accord. par rapport au contexte, par rapport à l'impact des décisions. Après forcément, chacun fait son propre plan de négociation. Oui. On va pas tout mettre sur la table, mais je pense que la pire des choses pour l'une autre partie, à la fin d'une négociation, c'est de se sentir floué. Bien sûr, trompé ou ouais, Il faut toujours avoir en tête que, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez vous retrouver à la même table de négociation sans doute avec les mêmes personnes tout à fait, et donc il faut que l'autre personne elle ait envie de rentrer. bien sûr. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important et également, je reviens sur votre point en disant il y a peut-être des choses qu'on ne va pas dire aux fournisseurs. Forcément, on ne va pas les dire,
mais lui également, il va comprendre pourquoi on ne lui dit pas. Ouais. De toute façon, il sait généralement qu'il est mis en concurrence, qu'il est challengé, Et ça, là-dessus, il faut être transparent. Oui. Je pense que c'est aussi quelque chose je pense qu'il faut démystifier. Les fournisseurs connaissent très bien le marché, Bien sûr. donc ils savent très bien si, s'ils sont en situation de monopole, si on est plusieurs. Heu, Après, il ne faut pas non plus perdre de vue, et ça, je pense que c'est pour moi une difficulté de la fonction achat, c'est de canaliser toutes les communications des fournisseurs en interne. Chinese wall, comme on dit, hein? Ça, c'est Et donc beaucoup de fournisseurs, en fait, vont discuter avec, la R&D, la technique, la supply chain, et parfois je pense qu'ils sont mieux formés que les acheteurs, Mmh. pour collecter de l'information, mais surtout la processer. Et donc à la fin, parfois la pire des situations, c'est quand votre fournisseur en sait plus que vous sur les projets d'entreprise, sur qu'est-ce que vous faites. Et en négociation, il va vous dire: «Oui, mais il y a ce projet-là», et vous êtes pas au courant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu, c'est jamais agréable. Bien sûr, ah bah, ouais, clairement. Quand vous savez que vos stakeholders parlent plus, à des sociétés, à des fournisseurs, qu'à vous-même en interne, non, je comprends, je comprends. Hem, Comment est-ce qu'on fait pour défendre ses projets quand on est en désaccord avec sa direction? Alors, le désaccord avec la direction, je pense que ça signifie peut-être que ce qu'on propose n'est pas aligné avec certains objectifs. C'est quelque chose parfois que j'ai observé. On va venir par exemple avec, un projet d'outsourcing, et puis la direction va dire: «Mais en fait, ton projet d'outsourcing d'un point de vue, financier, cash flow, n'est pas positif». Mmh. Donc ça, il y a pas de désaccord possible à avoir. Ou alors parfois on va pousser pour qualifier d'autres fournisseurs, et en fin de compte, les opérations vont vous dire: «Mais, on a d'autres priorités». Quand je réfléchis en fait à ce type de questions, je crois pour moi ce qui est important d'un point de vue achat, c'est de savoir construire un bon business case, et d'arriver face à la direction en disant: «Ce business case-là ne répond pas à une problématique achat, Mmh. mais aide à répondre à une problématique de l'entreprise». D'accord. Et à partir de là, peut-être que le business case ne sera pas approuvé, mais à partir de là, il y a une base de discussion qui fait qu'à un moment, on va peut-être prendre une décision soit pour un go, ou si c'est pour un no go, on va comprendre pourquoi. D'accord. Et je pense que pour moi, là où parfois j'ai senti de la frustration de certains gesteurs, pardon, c'est de venir régulièrement avec le même sujet sur la table, mais l'environnement n'avait pas changé, donc ça faisait pas de sens de reproposer la même idée. D'accord, et surtout peut-être que les raisons du refus n'étaient pas expliquées, Oui, ou donc ça, le business n'était pas prêt et et ça, c'est un très bon point, parce que je pense que quand on a un oui ou un non d'un client interne, et c'est toujours important de comprendre pourquoi est-ce que la personne dit oui ou non, oui. et que ça permet de préparer le futur. Et également pour un oui, OK. parce que si quelqu'un dit oui au projet, peut-être dire: «Oui, effectivement, ça va me permettre, de réduire mes coûts de production, ou de pénétrer un nouveau marché, ou d'acquérir une nouvelle technologie». Donc ça permet d'alimenter la stratégie pour les prochaines étapes. Mmh. D'accord. Quelle place occupe l'AI dans votre quotidien d'acheteur? De plus en plus, donc je pense déjà l'AI, c'est un super outil pour, processer des données. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que l'AI également, c'est quelque chose qu'on peut utiliser parfois pour, avoir une petite note synthétique sur un fournisseur, sur un marché. Donc là, il faut être prudent, il ne faut pas tout prendre pour, argent Bien comptant. sûr. Mais je pense que c'est vraiment un accélérateur pour se poser plus rapidement, certaines questions. Et je crois que, ou également comparer, différents documents. Je crois qu'il y a des gains de productivité qu'on peut faire là. Mmh. D'accord. Après plus de 20 ans dans les achats en pharma, où et comment est-ce qu'on peut se recycler? C'est une très bonne question. Je pense que l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, c'est la mission par rapport aux patients. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort. Une fois qu'on a découvert ça, on a découvert quand même, une approche par rapport aux patients qui est forte. Donc c'est difficile parfois de trouver une industrie qui a cette même approche.
Je pense que dans l'industrie pharmaceutique, on fait des choses qui sont, complexes parce qu'on travaille dans un environnement qui est, très régulé. Oui. C'est des environnements qui sont complexes. On travaille avec de la R&D, de la production, de l'indirect et je pense qu'il y a beaucoup d'autres industries, que ça peut être l'agroalimentaire, le cosmétique ou la chimie de spécialité, Le nucléaire. le nucléaire, qui peuvent avoir les mêmes besoins. Je pense que c'est important. Avec, autant de maturité, selon vous? Oui, je pense que je pense que la maturité, en fait, a grandi dans pas mal d'entreprises. Et je pense qu'elle a grandi sous différents angles, sous l'angle, RSE, Oui. de l'environnement, sous l'angle du risque. Discuter avec des gens dans la fonction achat, par exemple, dans le domaine bancaire, ce qu'ils font dans la gestion des risques, c'est colossal. Ah, clairement, chez Donc vous. je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui ont mûri. Je pense que par rapport à 20 ans, le niveau de complexité dans lequel on évolue Ah, bien sûr, graduellement, a monté, oui. elle montait graduellement, tout à fait, Mmh. tout à fait. Qu'est-ce qu'on apporte en tant que VP, directeur achat, dans une organisation pharma qui est, selon moi, extrêmement mature et sans réelle problématique d'argent? Alors je pense que là, je vais casser le mythe de la problématique d'argent parce que, je pense que l'industrie pharmaceutique a une pression financière indirectement. Regardez ce qui se passe aux États-Unis Clairement. où à la fin le coût d'accès, à la médecine est important. Donc c'est des choses qu'il faut toujours avoir en tête. Je pense qu'également ayant travaillé pour une entreprise comme GSK, on avait toujours cette notion de rendre le médicament, abordable pour le patient. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Pour vous donner un ordre de grandeur, une étude clinique, c'est entre 500 millions au minimum. Mmh. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent, en jeu. Et après pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qu'on apporte? Je crois qu'à la fin, moi j'ai pu peut-être apporter 2 choses. La première, à travers mon parcours, c'est d'être capable de connecter les points entre la R&D et le manufacturing. Mmh. Donc c'est d'avoir cette vision end-to-end, être capable de mettre autour de la table, différentes parties, différents départements et d'être capable de parler leur langage. Par exemple, récemment, on avait mis en place des forums d'innovation avec les fournisseurs et c'est quelque chose qui est assez puissant parce que ça permettait d'aligner les choses. Donc chacun avait la même vision par rapport à ce que les fournisseurs pouvaient faire et les fournisseurs également étaient contents parce qu'ils se disaient: «Oui, maintenant, on sait que quand on propose une idée, on sait comment est-ce que l'idée va être analysée et comment est-ce qu'elle va peut-être, être, adoptée» et après, je pense qu'avec l'expérience, on apprend à ouvrir les portes en interne et en externe et ça, je reviens un petit peu sur ce qu'on discutait avant sur la partie négociation. Je pense que le rôle d'un leader sur certaines négociations, c'est pas forcément de négocier à la place de son équipe. C'est simplement de supporter son équipe en se disant: «Oui, je sais que ça bloque avec un fournisseur». Mmh. Dire: «Je vais téléphoner au fournisseur et je vais aider à faire en sorte qu'on va continuer de discuter et trouver une solution». D'accord. Ouais. OK. Aider, mais ne pas faire pour eux. Oui et ça, je pense que c'est, d'un point de vue engagement, c'est important. 1 parce que ça permet à chacun de comprendre, entre guillemets, «quelle est la position», de l'autre et puis c'est aussi valorisant d'un point de vue, leadership. C'est se dire: «Oui, je sais que ma valeur ajoutée, c'est pas de faire la négociation, c'est de faire en sorte que, chacun soit content, dans la négociation et d'apprendre et de tester». Sachant que de temps en temps, l'équipe va venir vous voir en disant: «Tiens, bah, aide-moi, il faut clôturer» et tu vas clôturer la négociation. Ça vous est déjà arrivé justement où, voilà, vous décrochez votre téléphone, il y a un gros bottleneck, il y a pas de solution qui se trouve et vous revenez voir votre équipe, «J'ai pas trouvé la solution». Ça Oui, c'est arrivé, plusieurs fois. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on ne trouve pas, entre guillemets, «la solution». C'est l'autre partie va vous expliquer que ce qu'on demande n'est pas faisable dans le contexte actuel. OK. Et donc là encore, c'est de se dire: «Très bien, mais si les choses évoluent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses puissent arriver?» et donc c'est là, on peut aider l'équipe à calibrer en fait, comment est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va répondre sur quelque chose qui sera sur du court terme ou sur Mmh. du moyen terme ou sur du long terme? D'accord. D'accord, intéressant.
Bloc 4. Recruter, garder, faire grandir. On parle souvent de pénurie, de turnover. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Alors, je parle dans le paysage achat, bien entendu. La pénurie, je pense pas qu'il y ait plus de pénurie dans la fonction achat que dans d'autres fonctions. Je pense que c'est peut-être toujours une fonction qui peut être méconnue d'autres personnes et surtout aussi en interne. Mhm. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire pour attirer des talents en interne, les développer et puis rendre en interne des talents de la fonction achat. Donc ça, je pense que tous les leaders achats peuvent travailler sur cette question-là. Mhm. Après, retenir les talents, ça, c'est une question qui est difficile parce que tout le monde veut retenir les talents. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne respiration au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Mhm. Donc, si à un moment, certains talents veulent retourner en supply chain, aller en finance ou faire du commercial, c'est aussi une très belle opportunité parce que ça permet de diffuser la culture achat dans le reste de l'organisation. Donc, c'est plutôt, je pense, la question, c'est s'assurer qu'il y ait le bon tempo pour toutes les conversations, attirer, développer et retenir. Et c'est peut-être parfois un écueil qu'on a quand on monte des structures achats parce qu'on va recruter rapidement une certaine masse critique. Mhm. Et 3 ans, 5 ans après, les gens vont vouloir évoluer. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à anticiper, construire les passerelles pour pouvoir faire en sorte que ceux qui veulent rester puissent rester, ceux qui veulent faire autre chose puissent faire autre chose. Ouais. Et je pense que dans une structure comme GSK, c'est particulièrement grand et il y a l'espace aussi pour permettre ce type de mouvement en interne, ce qui est parfois plus difficilement réalisable dans les petites structures. Je crois que je pense pas que ce soit un problème de Logique de taille. taille d'entreprise. Je pense que c'est vraiment un problème. Comment est-ce que l'entreprise voit les leaders dont elle a besoin? Mhm. Dans certaines structures, on va vous dire, pour devenir VP ou CEO, vous devez avoir fait 3 ou 5 fonctions clés. Mhm. Et donc, on va vous encourager à faire de la finance, de la supply chain, HR et procurement. Et je pense que dans l'environnement actuel, je crois que c'est quelque chose qui sera de plus en plus critique. Et je pense que quand je vois tous les jeunes qui veulent faire partie, travailler dans une start-up, c'est un environnement fantastique pour découvrir différentes fonctions. Moi-même, en fait, quand j'ai commencé ma carrière, je voulais commencer dans une PME Mhm. parce que je voulais voir en fait la cuisine, l'arrière-cuisine et puis la salle du restaurant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je crois que j'encourage beaucoup de gens, enfin tout le monde, le plus possible à avoir cette approche-là. D'accord, d'accord. Quelles sont les compétences clés, Laurent, que vous cherchez chez un acheteur aujourd'hui? Il y a peut-être 2 compétences. La première, c'est la curiosité, être curieux, avoir envie d'apprendre. Et la deuxième compétence, je pense que c'est la rigueur, OK. et qu'on retrouve dans toutes les fonctions, mais je pense que c'est important la rigueur dans la fonction achat, heu, pour rester crédible en face des clients internes, vis-à-vis des fournisseurs. Quand on dit quelque chose, savoir qu'on a vérifié les hypothèses, quelles sont les hypothèses, pourquoi est-ce qu'on dit ça, pour être impactant. Je pense que c'est important et je pense que c'est pas une fonction où parfois on pense qu'il suffit d'avoir le plaisir à parler, qui est suffisant. Non, il faut vraiment être rigoureux. Et la curiosité, c'est important parce que j'ai vu des acheteurs prendre des portefeuilles sans avoir une formation initiale. Moi, j'ai vu des acheteurs ayant des formations littéraires et de très très bons acheteurs CAPEX. Comme quoi? Oui, comme quoi, et c'est quelque chose qui est étonnant. Et non seulement être des bons acheteurs, mais j'ai vu ces gens-là, ces personnes-là vraiment prendre du plaisir dans ce qu'ils ont fait. Et au contraire, parfois, on a des acheteurs qui ont peut-être plus de difficultés à remplir la mission parce qu'ils se contentent simplement d'appliquer des processus achats, appels d'offres, Assez des standard, réglementations. OK. Et ça, je pense que c'est des choses importantes. Souvent, moi, mes acheteurs, je leur disais: «Mais regardez, par exemple, c'est quoi le pipeline R&D? C'est quoi les processus de fabrication? Faisons l'effort de comprendre le but de ce qu'on achète». Mmh. Et je pense que déjà en interne, ça permet d'être crédible et puis également, enfin, vis-à-vis des fournisseurs, d'expliquer pourquoi on a tel besoin.
Est-ce que c'est essentiel pour vous de comprendre ce qu'on achète ou pas? Ah oui, complètement. Moi, j'ai toujours, peut-être parce que je suis, ingénieur de formation, mais j'ai toujours un grand plaisir à discuter avec les gens de la technique ou des scientifiques. Donc les gens de la technique, c'est vous expliquer, comment fonctionne un équipement. C'est aller sur un site de production, voir quels sont les processus de fabrication. J'avoue qu'avec la R&D, parfois c'est un peu plus difficile parce que scientifiquement, je suis rapidement plus vite perdu. Mais c'est vraiment prendre ce plaisir, oui, à voir ça. Et personnellement, c'est très enrichissant de pouvoir, apprendre des nouvelles choses et de découvrir de nouveaux sujets. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on recrute encore à votre niveau? Alors, est-ce qu'on recrute encore au niveau? C'est quoi la question, là? Généralement, comment est-ce que vous recevez des CV? Est-ce que là, ces 3, 4 dernières années, vous avez rencontré, des acheteurs qui soient juniors, meilleurs ou seniors après le premier screen de HR ou pas? Est-ce que vous recrutez tout simplement encore? Oui, on a recruté, on recrute, oui, encore. Il y a toujours un peu de turnover dans toute fonction. Mmh. Les organisations achats également sont des organisations qui sont flexibles, donc ils doivent toujours s'adapter, à l'environnement de l'entreprise. Donc soit on revoit des portefeuilles, soit on revoit des périmètres, géographiques. Donc il y a toujours, un minimum de recrutement. Après, il est certain que plus vous allez vers le haut de la pyramide, ben, moins il y a d'opportunités, moins il y a de besoins. Mmh. Et alors je ne sais pas quels sont les processus de recrutement chez GSK, mais si c'est 3, 4, 5 rounds, si vous intervenez en dernier, vous allez passer 20, 30 minutes avec le candidat? Vous allez, Oui, j'ai passé 30 ou 40 minutes. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai toujours eu plaisir à essayer de rencontrer tous les gens qui allaient rentrer dans mon équipe. ouais. Ça, c'est une question, personnelle, humaine, c'est de se dire, voilà. Donc après, effectivement, selon la position de la personne dans l'équipe, peut-être si c'est un N-1, forcément, je vais passer plus de temps. Si c'est un N-2 ou un N-3, ç ça sera peut-être plus une prise de contact Mmh. qu'une interview, en tant que telle, mais je pense que c'est important et je pense que c'est aussi important, je vais faire une analogie, mais quand vous allez rencontrer votre belle famille, vous êtes peut-être pas dans un premier temps, vous allez rencontrer vos parents, mais Mmh. après vous allez rencontrer les frères et les sœurs, les cousins et les cousines et puis bon, les amis, souvent les amis, c'est en premier. Il faut faire l'unanimité. Ouais, mais c'est ça, c'est important aussi de se dire de comprendre dans quelle famille Oui, on rejoint ouais. et où est-ce qu'on et qui on va participer. Et je pense que l'autre exemple, récemment, on a recruté quelqu'un dans l'équipe et là donc on avait fait des interviews par vidéo et la personne a vraiment insisté. Elle a dit: «Non, non, moi je veux venir dans les locaux, je veux voir les locaux, je veux vous rencontrer pour m'assurer Mmh. qu'entre guillemets la Ouais, chimie l'alchimie, c'est ça, la chimie rentre». Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement importante. mmh. Ouais, il faut, c'est, d'office. Mmh. Comment est-ce que vous allez, ici pour votre N-1, vous avez 20, 30 minutes, comment est-ce que vous allez le juger, le challenger, vous dire: «OK, go, no go»? Oui, donc ça c'est, je quelque part j'agis un peu au feeling, OK. sentir les gens. Ah, donc là, on perd le côté cartésien du coup et là, c'est Ouais. plus, OK. Oui, effectivement, c'est il y a c'est et je reconnais, ce que je vais dire est sans doute prétentieux, mais je pense pas m'être, trompé sur mon jugement. D'accord. Il y a des personnes, je me suis dit: «Oui, je sais qu'elles vont faire partie de l'équipe, mais ce seront des personnes qui seront peut-être un peu qui auront, une façon d'agir, d'interagir qui sera peut-être différente de celle des autres». Je pense que c'est quelque chose qui est important de comprendre. Après rapidement, ce qui est, dans la fonction achat, pour moi, ce que j'arrive rapidement aussi à voir, quand vous lisez un résumé et quelqu'un ne met aucun chiffre dans le résumé, aucune notion de livrable, c'est une indication. Par exemple. Mmh. Si pendant l'interview, effectivement, la personne n'est pas capable d'être concrète, d'expliquer vraiment ce qu'elle a fait, c'est un autre indicateur. D'accord. La difficulté et c'est quelque chose que j'ai apprise au tout début de ma carrière. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager parce que rapidement, j'ai dû faire du management et quand j'ai rejoint, Sanofi, on m'a dit,
rapidement, tu dois prendre en charge une équipe. Mmh. Et j'avais un profil très français, école d'ingénieur, année Erasmus, et je recevais beaucoup de CV qui avaient le même profil que moi sur le papier. D'accord. Et quand les gens m'expliquaient leur ambition, mais je ne retrouvais pas le Laurent, et donc j'étais déçu. Et à un moment, je me suis dit: «Non, tu dois prendre du recul, tes valeurs ne sont pas les valeurs des autres. Donc Mmh. ton ambition dans la vie n'est pas l'ambition des autres», et ça, c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler, parce que parfois on peut, c'est pas se tromper, mais c'est essayer de mettre une image sur quelqu'un Oui, c'est ça, voilà. et qui ne va pas marcher. Mmh. Alors qu'en fin de compte, si on prend, et ça, c'est aussi important lors des interviews, de comprendre c'est quoi les motivations des gens, dans quel cadre ils veulent évoluer, et ça permet de cadrer les choses. Vous vous êtes jamais trompé alors sur un recrutement? Si je me suis trompé, hem, alors c'est une question qui est difficile parce que est-ce que c'est moi qui me suis trompé, ou Ouais, est-ce que peut-être c'est la personne, c'est ça, qui a mal évolué ou qui qui a a mal évolué, ouais. mais je crois que c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas, je dirais pas qu'il faut pas avoir peur de se tromper. Je crois qu'il faut à un moment reconnaître effectivement que le match n'est plus là et qu'il faut faire les choses différemment, ouais. Et alors justement, on se donne combien de temps pour reconnaître que le match n'est pas là? 1 mois, 3 mois, 6 mois? En fait, il y a 2 questions dans votre question. Je pense que la première question, rapidement, on s'aperçoit que, ça va, la mayonnaise ne va pas prendre. Oui. Ce qui est plus difficile, parfois, c'est de trouver la solution. Ouais. Parce que, avoir, recruté quelqu'un, ben, la personne a peut-être déménagé, elle est peut-être dans un contexte familial, différemment. Mmh mh. Et puis comme on l'a dit, c'est pas, un côté qui a raison et l'autre côté qui a pas raison. Parfois, ça prend du temps à trouver la solution. Mmh. Très bien. Place à la boîte à questions. Des questions simples, des réponses qui en disent long. Un format rapide et spontané qui permet d'explorer la personnalité de nos invités. La boîte à questions, ma surprise. Est-ce que vous connaissez le principe, Laurent? Non, parce que c'est le le but de la boîte à surprise. Alors, c'est binaire, c'est pas compliqué. Je vous pose une question, vous avez la réponse A ou la réponse B. Donc D'accord. vous avez un joker pour soit skipper ou soit donner les 2. Voilà. Leader ou manager? Je pense que c'est les 2. Ça, c'est joker. Non, c'est les 2 parce que je pense que alors après, je sais pas comment vous définissez le leader. C'est le leader dans l'objectif de définir la vision, de mettre en place les choses, de Ouais. structurer, les choses. Je pense que parfois c'est, aussi manager pour remonter les manches et aider les gens Ouais, et ouais. l'équipe, et ça, c'est quelque chose également, qu'il faut savoir. Un leader, enfin quelqu'un qui resterait simplement dans la posture: «Je donne la direction, je conseille, je structure, j'ouvre les portes, je partage mon expérience», mais qu'à un moment, quand l'équipe ou une personne peut être en souffrance parce qu'elle n'arrive pas à chose, et qu'effectivement Là, OK, vous mettez votre, il casquette faut, de manager. il faut y aller, ouais. OK. Bon, bah, ça, je vous le compte pour un joker. Non, c'est la réponse C, il faut rajouter C. Et pour les prochaines, je compte sur vous pour être plus court. Rigueur ou flexibilité? Ouais, je pense que c'est rigueur, Préparation ou improvisation? préparation, Un rapport d'activité synthétique ou détaillé? synthétique, Pression du top management ou des clients internes? client interne, Dîner avec un CPO ou un CEO? CEO. ChatGPT ou Mistral AI? Ah, je suis français, Mistral AI. Ah, un bon point. Nouvel ERP ou ancien système? Ni l'un ni l'autre. Joker, pas possible. Ouais, mais là, je vais quand même expliquer les choses, parce que on a pas mal travaillé sur ça, Ouais. et notamment, je pense qu'il faut ces notions de RP quelque part vont continuer d'exister. On a tous des smartphones ou des iPhones, et ce qu'on nous a expliqué, c'est que l'avenir, c'est plutôt avoir ce type, de système, avoir plusieurs applications Ouais. que
Vous êtes capable de faire du plug and play, vous êtes capable d'en prendre une, de la jeter l'autre jour. Donc, je crois que là, il y a également une évolution par Mmh. rapport au système qui est déjà faite ou qui va arriver. Pour entendre beaucoup parler de SAP, et cetera, ils font tout au contraire, hein, pour éviter qu'il y ait de interopérabilité dans les systèmes, pour verrouiller, pour que vous soyez dans un écosystème. Moi, je vois justement, je suis diamétralement opposé par rapport à vous, par rapport à ça. Mais Bon, là, tu une question de génération, je vois. ouais. Négociation du prix ou des délais? Bon, c'est une fausse question parce que c'est les 2. Contrat béton ou faire confiance sur une poignée de main? C'est un contrat à béton, mais là encore, je vais élaborer, dessus parce que je pense que quelque part, c'est les 2 parce que dans un contrat, le contrat, c'est simplement la structure qui va vous permettre de continuer de discuter avec votre fournisseur dans l'avenir Mmh. et donc plus c'est structuré, plus quand il y aura des questions, ça permettra de se dire: «Effectivement, on sait trouver la réponse facilement» ou parfois on va se dire: «Non, effectivement, c'est un problème qu'on n'avait pas vu, donc là, on doit dépasser du temps». Pareil, mais si vous faites qu'une seule poignée de main, vous risquez de dépasser beaucoup de temps à toujours devoir discuter. Mmh. Donc contrat béton. Contrat béton cellulaire. Celle-là, je l'aime bien. Greenwashing crédible ou performance prouvée? Sur sustainabilité, non, c'est performance, à prouver et ça, c'est une question qui est très sérieuse parce que je pense que on peut l'enjeu est tel que si on se satisfait de ce qu'on appelle du greenwashing, on fait jamais que reporter le problème. Mmh. On fait reporter le problème et certains autres compétiteurs vont avancer Mmh. et donc à un moment, ça sera, perdre de vue, Quoi. perdant. Ouais. OK, c'est tout. Merci Jean. Bloc 5. Et demain, quelle vision pour le futur des achats? Et demain, vos intuitions et votre vision pour la suite. Je vous donne une baguette magique. Quel CEO vous allez voir et qu'est-ce que vous allez lui dire en tant que leader des achats? Je vais peut-être, rebondir sur la conversation d'avant. Je serais vraiment curieux de voir, le CEO de Mistral AI. Mmh. À un moment, je voulais par exemple, à un moment, je voulais, donc c'est peut-être trop, franco-français, mais je voulais aller dans le forum que Xavier Niel a fait à Paris sur les je me souviens plus du nom, c'est le 9 ou un truc comme ça et je me disais: «Mais allons voir en fait, c'est ce nouveau type d'écosystème, d'environnement» et c'est vraiment là où moi j'aimerais passer du temps d'un point de vue business. D'accord. OK. Qu'est-ce que vous iriez lui dire du coup? Ça c'est ce que j'aimerais comprendre de lui, en fait, c'est comment est-ce que tous ces gens qui travaillent sur l'IA, donc on entend beaucoup de choses par rapport à certains leaders comme quoi ils veulent, impacter l'humanité, transformer l'humanité. Toute proportion, toute modestie gardée. Voilà, en toute proportion. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de comprendre, c'est eux, quand ils regardent le monde et peut-être le monde des entreprises, Mmh. comment est-ce qu'ils voient les évolutions? Qu'est-ce qu'ils voient, comme évolution arriver? L'impact sur l'organisation du monde du travail, l'impact sur, l'interface monde du travail, sphère privée. Mmh. La ce dont on discutait avant, l'impact également sur la formation, l'éducation. Par rapport à ça, je pense que c'est vraiment des questions parce que Ah ça les dépasse, je pense. Je pense clairement que ça les, ça les dépasse, mais je pense qu'il faut avoir en tête, moi c'est peut-être simplement sur le monde pharmaceutique, mais juste 2 chiffres. Aux États-Unis, donc il y a ce programme qu'on appelle Stargate, je crois, Ah oui, 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 tout à fait. et là, le montant d'investissement, c'est 500 milliards. Mmh. Les industries pharmaceutiques, depuis plusieurs mois, qui ont décidé de, réinvestir aux États-Unis, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 350 milliards. Simplement pour montrer qu'on est quand même dans un monde où les ressources sont très, très fortement allouées à ce monde, digital et AI. Donc Là, c'est effectivement. forcément, il y a des choses qui vont arriver. Mmh. Heu,
qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas. Donc je crois que c'est intéressant de réfléchir à ça et de se dire: «Mais quel sera l'impact et comment est-ce qu'on peut anticiper, l'impact et l'utiliser pour transformer les choses?» D'accord. Si vous quittez les achats demain, qu'est-ce que vous faites, Laurent? Des achats. Achat un jour, achat toujours. Mmh. Je continuerai de travailler dans ce type d'environnement où, on est une interface entre différentes parties. Ouais. On connecte les choses, on est un intégrateur, on essaie de développer des choses et de venir avec, d'autres choses, oui. Faut passer du côté sales, hein? On fait beaucoup ça aussi. Volontiers. À quoi ressemblera selon vous un acheteur en 2030? Un acheteur en 2030, je pense que ce sera, je pense que les fondamentaux vont pas changer. Je crois que ce qui est parfois on moi, les fondamentaux de la fonction achat, c'est je le vois tout sur un triptyque. Le premier, c'est impacter le PNL de l'entreprise. Mmh. La deuxième chose, c'est capturer l'innovation de vos fournisseurs et le troisième pied, c'est protéger l'entreprise des risques extérieurs. En ayant dit ça, je pense que l'environnement actuel, il y a quelques années, je pense que vous pouviez jouer sur l'un l'un des points sans impacter ou considérer les 2 points. Donc on était capable d'avoir un agenda, plus segmenté. Mmh. Là, aujourd'hui, je pense que l'acheteur de demain de 2030 devrait être capable de venir avec des solutions qui systématiquement répondent aux 3, dans des contextes qui sont beaucoup plus volatiles. Et là où je vois, je pense une dimension pour la fonction achat, c'est de venir avec ce que j'appelle des what if scénarios. C'est de se dire: «Voilà, je propose ça, mais si demain le risque géopolitique augmente dans telle partie du monde, j'ai déjà Backup plan. un backup plan, je sais comment ça va s'impacter. Si, il y a des tensions, financières qui apparaissent dans une autre partie du monde, qu'est-ce qui va se passer?» Je pense que on va avoir des acheteurs qui seront beaucoup plus, hem, qui auront des visions beaucoup plus holistiques et qui seront entre guillemets, qui devront être capables d'avoir des stratégies beaucoup plus, plastiques et malléables. Et ça va être assez difficile parce que d'un côté, il va falloir définir la stratégie, être capable de tenir le cap, tout en étant flexible. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaiteriez prodiguer à la prochaine génération d'acheteurs, outre la curiosité, la rigueur, tout ce qu'on fait dit auparavant, quelque chose que vous souhaitez, mettre en exergue, ou refaire sortir? Je crois que pour moi ouais, c'est peut-être un peu le résumé de tout ce que j'ai essayé de dire, c'est, soyez, essayez d'apprendre peut-être des choses qui ne soient pas procurement. C'est peut-être ça, en fait. S'intéresser du coup à d'autres sujets, OK, qui sortent de ouais. Intéressez-vous à comprendre l'environnement, quels sont les drivers de l'environnement et comment est-ce que vous pouvez après le traduire dans des fonctions achats. D'accord. Mais ça, je pense que c'est pas propre à chaque fonction, mais, heu, je pense que, quelqu'un qui veut être le leader d'une entreprise Ouais, doit avoir une certaine culture générale. c'est sûr. Et ça, je pense que dans un monde où et je pense que c'est un piège de toutes ces nouvelles technologies, on va sur ChatGPT et on dit, «Fais-moi un résumé, de la philosophie des stoïciens». Ah, vous ne pas chercher. Et ça vous donne peut-être quelques billes pour briller dans un souper, dans un dîner, mais ça vous construit pas. Donc il faut vraiment prendre le temps de se construire sur tout ça. Ah, moi, je suis convaincu que vous m'auriez donné, ChatGPT il y a 10 ou 15 ans, j'aurais sans doute été en échec scolaire. Non, non, mais très clairement, je suis content de ne pas être né dans cette époque-là. Franchement, il y a 10 ou 15 ans, je pense que ça aurait été beaucoup trop difficile pour moi de me retrousser les manches et aller chercher dans mes carnets, dans mes fardes, ouais. Hem, question signature pour terminer, 3 questions qu'on pose à tous nos invités. Complétez cette phrase: «Les bons acheteurs sont ceux qui et les mauvais acheteurs sont ceux qui». Je crois qu'un bon acheteur, c'est quelqu'un qui connaît le business,
Et un mauvais acheteur, après c'est peut-être un peu dur, mais je pense qu'un mauvais acheteur, c'est quelqu'un qui applique des processus achats de façon aveugle. Sans les comprendre, sans bien comprendre ce qu'il fait ou sans Oui, ou sans faire le lien entre le process et puis, ce qu'il achète et ouais. ça, je pense que c'est, moi j'ai déjà vu des acheteurs avec la meilleure volonté du monde venir expliquer à des stakeholders que ce qu'ils faisaient n'était pas bien et qu'il y avait un fournisseur qui était capable de faire les choses 50 moins cher et rapidement, Déjà vous venez, vous accusez l'autre en disant: «C'est pas comme ça que ça fonctionne». On a parlé tout à l'heure de transparence et d'intégrité. oui. Est-ce qu'il est arrivé justement par le passé qu'on vous demande de ronger, de rogner sur ces valeurs et de vous travestir? Et si oui, comment est-ce que vous avez réagi? Non. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des leaders qui étaient, Droit, extrêmement intègres. d'accord. Et ça, je pense que quelque part, en fait, quelque part, c'est une bonne question parce que c'est une façon de protéger son équipe. Avoir démontré l'intégrité, parfois c'est difficile, parfois on ne plaît pas, mais c'est une façon de protéger l'équipe parce que les gens savent que si demain ils sont dans une situation, similaire, ils savent que c'est possible. Mmh. Puis j'ai surtout un je pense le meilleur des exemples, hein, à Ouais. donner, en termes de leadership, clairement c'est une valeur pour moi cardinale, capitale? Ah on la Cardinal, console. cadeau de sang. Hem, si vous deviez inviter quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Dans la fonction achat ou d'autres Fonction fonctions? achat. Mmh. J'aimerais peut-être, j'aimerais inviter, le patron des achats de LVMH. OK. Comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Louis Bérigaud, OK. quelque Qui chose. qui est du coup, global, qui est ici en Belgique ou qui est à Paris? Non, je pense qu'il est à Paris. OK. Bon, bah, si un jour on étend le podcast aux invités, français, OK, je note. Écoutez, merci beaucoup Laurent. Vous venez de sortir du procurement room, mais vos idées, elles, y resteront. Merci Jean, bonne journée. Avec plaisir, au revoir. Merci à Laurent Chevalier pour sa participation. Rendez-vous le 6 janvier 2026 pour le prochain épisode de la Procurement Room.